Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interviewe Mathieu Goubel, figure emblématique du canoë de course en ligne en France, avec de multiples médailles internationales et respectivement 4e et 5e aux Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. On revient sur son parcours, mais surtout sur sa culture de l'effort, sur sa philosophie de l'entraînement et sur sa nouvelle carrière d'entraîneur. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse donc maintenant découvrir Mathieu Goubel et ses secrets. Salut Mathieu, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, salut Rudy. Ça va très bien. Cool. Je suis ravi de participer à ce podcast. J'en ai écouté vraiment pas mal et je trouve que tu fais vraiment un beau travail d'exploration de notre historique et puis de la performance dans le canoë-kayak. Donc, je te remercie. Merci à toi. Je fais ça aussi parce que ça m'intéresse. Et d'ailleurs, j'ai une question un peu peut-être, on peut dire, je sais pas, marrante. Je vois que toi, t'es du Nord, comme beaucoup de kayakistes et de séistes. Et de ce que j'ai compris, Oui. quand on commence le canoë, c'est hyper dur. On tombe, on tombe pas mal dans l'eau. Et je me demandais comment ça se fait qu'on commence dans le Nord le canoë. Comment ça se fait que toi, t'as commencé par le canoë ? Eh ben, écoute, j'ai pas commencé par le canoë. Moi, j'ai commencé par le kayak. Ah, Et quand j'ai fait jusque Benjamin, je crois que j'avais fait des compétitions régionales. J'avais un bon niveau quand même. Et pourquoi je suis passé au canoë? C'est parce que moi, je suis issu d'un club avec une culture canoë énorme. Et donc, le club de Boulogne-sur-Mer. Et puis, à l'époque, on avait des grands champions comme Didier Hoyer, Sylvain Hoyer. Et voilà, on avait tout un historique. Et en fait, moi, j'ai voulu faire comme les grands. ok. Et t'as commencé le kayak à quel âge alors ? J'ai commencé à 10 ans. Et est-ce que t'étais déjà très grand par rapport aux autres ? Ouais, j'étais déjà grand et puis j'étais bien costaud. Ouais, justement, c'est un truc qui m'a marqué. Je dérive un petit peu, j'avance un peu vite, on reviendra après. Mais quand j'ai fait mes recherches et que j'ai commencé à m'intéresser au canoë-kayak, à regarder des vidéos, j'ai vite été surpris par ton gabarit, quoi. Je t'ai vraiment trouvé énorme, quoi. Et donc, en fait, c'est un truc de nature, quoi. Oui, on va dire ça, je pense. Ouais, mais c'est vrai que t'as un sacré gabarit, hein. Oui, c'est vrai que j'étais grand quand même. Enfin, j'ai été vite grand et puis je suis moins grand que toi quand même. Un petit peu, Et, mais pas beaucoup. ouais, c'est ça. Et puis après, quand j'étais adolescent, là, vers 16-17 ans, là, j'ai commencé vraiment à grandir. Et après, j'étais pas spécialement très costaud. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai épaissi. Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé le canoë-kayak ? Et en fait, moi, je suis fils d'une prof de PS. Et puis, mon père, il était kiné sportif. Et donc, du coup, quand j'étais petit, j'ai fait pas mal de gymnastique et de natation. Et puis j'étais un peu turbulent.
Et puis en fait, on m'a proposé d'essayer le canoë. Et en fait, moi, j'avais adoré cet esprit de nature. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait aller où est-ce qu'on voulait. Et puis, il y avait des espaces. Et puis, on était au grand air. Donc, c'est un truc qui m'a plu. Et est-ce que tu t'es au début rapidement distingué par rapport aux autres, comme tu avais un gabarit, t'étais plus grand, un peu plus costaud. Est-ce que tu allais plus vite que les autres? Est-ce que ou pas du tout? Bah, je sais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, moi, au début, c'était vraiment pas trop la compétition. Enfin, j'étais pas en mode sport de compétition. J'étais en mode me dépenser avec des copains. Et puis, on a la chance à Boulogne d'avoir la mer. On a une rivière aussi. On pouvait faire un peu de rivière. Gentil, hein. Mais voilà, en fait, quand j'étais gamin, tous les mercredis, tous les samedis, on faisait des trucs, on se marrait. Et puis ça m'a éclaté. Et donc du coup, la vitesse par rapport aux autres, bah c'est sûr que j'étais quand même un peu plus grand. Mais voilà, moi jusque 14 ans, les compétitions j'en faisais, mais c'était pas ma motivation première, quoi. Et est-ce que tu penses que d'avoir fait un peu d'eau vive, ça t'a aidé justement par la suite? Ah, je peux pas dire que j'en ai vraiment fait beaucoup, hein, mais moi d'avoir touché à tous les milieux, ouais, je pense que ça doit jouer, hein. Moi, je suis quand même convaincu que la polyvalence, c'est un truc qui permet de passer des caps à un moment donné où on est limité par la technique ou l'aisance. Et je pense que d'aller sur plein de milieux différents, ça aide à avoir, enfin, à avoir une coordination et puis une stabilité qui aide. Est-ce que tu te rappelles ta première séance en canoë? Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. C'était l'été, là, Benjamin 2. Et puis, je me souviens, il y avait Sylvain Hoyer et Régis Escoté. En fait, on a voulu essayer de faire comme les grands. Et c'était l'été, en fait, on passait nos journées au club. Et en fait, j'ai fait couler le bateau. Comment t'as fait couler comment t'as fait ça? Bah, en fait, je suis tombé dans l'eau, j'ai essayé de remonter dedans par tous les moyens. Et en fait, au bout d'un moment, le bateau, il a coulé. Et comment vous avez fait pour le récupérer alors? Avec un grappin. Ok. C'était un vieux bateau en résine, voilà, on avait essayé dans un vieux bateau, et puis voilà, après on savait où est-ce qu'il était, on a été le chercher. On faisait Et, pas mal de kayak, canoë, natation, en fait, quand on s'amusait. euh, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu te tournes vraiment vers le canoë ou tu continues en parallèle à faire du kayak? Non, non, après là, j'ai commencé. Après, j'avais un groupe de copains de mon âge où on faisait tout le temps du canoë. Et donc, du coup, je suis resté à faire que du canoë de course en ligne. Et comment ça s'est passé ta progression, ton évolution en termes de canoë? Est-ce que t'es passé, je sais pas s'il y a des CAPS pareil, des bateaux bien stables, et après progressivement tu vas vers des bateaux plus instables? Combien de temps t'as mis avant de tenir dans un vrai canoë? Bon, en fait, tout de suite, je suis monté. En fait, à cette époque-là, c'était les canoës Delta et je suis tout de suite passé dans un canoë Delta. Et puis, au début, ça fait un petit peu comme tout le monde, hein. On a du mal à aller droit. Le bateau, il bouge un petit peu dans tous les sens, mais on reste dans le bateau, en fait. Et, euh, et puis après, enfin, au début, on faisait de l'entraînement canoë. Et puis, quand même, nous, on aimait bien s'amuser à jouer avec les kayaks en plastique, faire des kayaks polo sous le pont SNCF. Voilà. Franchement, moi, au début, l'entraînement, c'était dans la dynamique du club. Je suivais un petit peu ce qu'on faisait. Et ça, c'était jusqu'à 15 ans, là, jusqu'à KD1. Mais quand même, j'aimais bien faire les compétitions, hein, ça m'amusait bien. J'avais fait les championnats de France minimes. Le premier, c'était à Beaucaire en 93. Et après, il y avait les championnats de France à Boulogne, à la maison. Et puis, on a fait des médailles. Je sais plus trop exactement, Quand tu mais dis on a fait des médailles, c'est-à-dire que tu faisais pas en C1? ouais, j'avais pas fait en C1. Si, j'avais fait en C1 au minima. Et en C4, je sais qu'on avait fait troisième. Et puis après, là, on était une grosse région de canoë à cette époque-là. Et j'avais
plein de partenaires où on était l'équipe minime 1 ou 2 de la région. Sur tous les podiums, on faisait des médailles. Donc, du coup, on avait bien cartonné. J'avais mon équipier, Anthony Soyer, qui est entraîneur maintenant des canoës. Et on était en C4. Voilà, je crois qu'on avait fait, à chaque fois, on avait fait 1 et 2 ou 1 et 3. Enfin, on avait vraiment fait plein de médailles. On avait une grosse dynamique. C'est une culture quand même, voilà, Saint-Laurent, Boulogne, Lille, il y avait pas mal de pagayeurs. Et puis, on n'était pas mauvais. Mais quand tu dis justement, en faisant des recherches, j'ai vu que tu avais fait du C4. Et Ouais. moi qui suis un peu récent dans le milieu, il n'y a pas de C4. Je vois pas de C4. Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec le C4? Pourquoi ça a disparu? Quelle distance c'était d'ailleurs déjà en C4? Alors du coup là, tu parles de quoi comme C4? Parce que j'en ai fait au niveau français ou au niveau international? Ouais, bah au niveau français, pourquoi ça a disparu en fait? Et même après, parce que j'ai vu qu'il y avait des compétitions Bah, internationales en C4 et ça a disparu aussi. au niveau français, c'est encore les championnats de France en C4. Ah, il y a Hein, encore du quand même. C4. Ok. Ah ouais, ouais, le championnat de France, il y a du C4, hein, franchement. Bah, le C4, franchement, enfin, je pense que c'est comme en kayak. Hein. Je pense que l'équipage, c'est quelque chose de magique dans notre sport, en fait. On a vraiment des grosses sensations de vitesse et de collaboration avec les équipes. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. Et puis après, au niveau inter, en fait, ce qui pêche, c'est que c'est pas olympique. Et donc, du coup, c'est dur d'inscrire des bateaux. Voilà, c'est pas, c'est Comment pas. ça marche le C4? Est-ce que tout le monde pagaie du même côté ou comment ça marche? Bah, de manière générale, c'est de droite et de gauche. Hein. En fait, on alterne. Et puis voilà. Et après, les places, en général, c'est un peu comme dans le K4, à part celui à l'arrière qui doit diriger. Sinon, en avant, on met un gars qui sait bien mettre du tempo. 2 et 3, on met des moteurs. Et puis, à l'arrière, on a un gars qui tient la baraque pour tenir un bateau parce que c'est pas facile. Putain, En fait, faut que je regarde des courses parce que je me disais que j'avais pas vu que ça existait encore en France, mais ça va être sympa à voir ça justement. De Ah ouais, voir. mais franchement, hein. Il y a un moment, on a eu des grosses. Enfin, moi, quand j'étais senior là, dans les années 2000, il y avait des gros challenges C4 entre les clubs et ça donnait place à vraiment des belles courses. Et puis après, au niveau inter, ben, moi, j'ai eu la chance en 99, j'étais senior 1 et puis j'avais été sélectionné pour courir les championnats du monde en C4. Et donc, du coup, j'ai fait du C4 avec Sylvain Hoyer, Yannick Lavigne et Jean Gigras. Et moi, j'étais vraiment le petit jeune. Et puis, je suis arrivé avec des gars qui avaient déjà du palmarès et qui avaient de l'expérience. Et j'ai passé un été à m'entraîner avec eux. Et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on a eu de la chance au championnat du monde derrière. On fait une médaille. Et franchement, un très, très bon souvenir. Et un gros début. Enfin, c'était un bon début de carrière pour moi chez les seniors, quoi. Et justement, j'allais te dire à partir de quel moment tu prends goût à la compétition parce que là, en minime, vous faites des médailles avec ton club. Est-ce que ça te Mhm. motive justement et ça te fait prendre goût à la compétition, à t'entraîner peut-être plus pour performer? Ou- Oui, bah en fait, j'ai eu un moment clé un petit peu, c'est quand j'étais KD1, je suis arrivé, et en fait, au championnat de France, genre, je fais une finale B, quoi. En C1, et là, j'étais dégoûté, franchement. Et il y a mon entraîneur, Didier Hoyer, qui était venu me voir, c'était à Tours, je me souviens. Moi, j'étais de l'autre côté du bassin, j'étais trop, trop dégoûté. Et il m'a dit, non, mais vas-y, c'est pas grave, machin. Lui, il avait pris un canoë, il avait traversé la rivière, il était venu me voir. Et après, j'ai dit l'année prochaine, on fera pas la même chose. Et donc, du coup, après, arrivé en KD2, là, moi, j'avais tout gagné, je crois. C1, C2, C4. Là, je suis arrivé, et puis j'étais bien, bien remonté, je m'étais bien entraîné. Et puis après, j'ai pu intégrer la section sportive du lycée Mariette avec mon entraîneur Didier Hoyer qui s'occupait de nous. Et puis là, à partir de là, ça m'a vraiment accroché, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre KD1 et KD2? Est-ce que tu as augmenté ton rythme d'entraînement? Est-ce que peut-être tu avais déjà le même rythme mais tu t'es plus investi dans les séances? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu es passé de finale B à plusieurs titres?
Bah non, mais il y a l'entrée en section. En fait, moi, quand j'étais au collège, je m'entraînais le mercredi et le samedi, et puis de temps en temps dans la semaine, mais c'était surtout voilà, les deux gros créneaux. Et puis après, il y a aussi l'investissement que j'ai mis. En fait, j'ai, j'ai eu envie de m'entraîner, j'ai eu envie de progresser. Et puis aussi, j'avais un gros groupe, il y avait un bon groupe de pagayeurs avec qui j'étais, et puis il y avait une bonne émulation. Et puis, comme je disais, il y a quand même l'entraîneur qui nous a appris une culture de l'entraînement et de se dépasser. Et puis, ça a payé. Enfin, le fait de faire tout ça, ça fait une bonne recette pour progresser. Et après KD2, comment ça se passe pour toi alors? Parce que là, tu gagnes tout. Est-ce qu'après, par la suite, en Ouais. junior, c'est la même chose? Ouais, à peu près, ouais. En junior 1, du coup, en junior 1, je vais au championnat du monde, mais là, on n'était pas trop dans le niveau, quoi. On a fait, on avait quand même une bonne équipe, quand même, mais on n'était pas trop au niveau inter. Et puis après, junior 2, là, pareil, j'avais gagné un peu tout comme en KD2. Et puis, parce que tu sais, chez nous, quand même, les années, en fait, tu concours avec des gens âgés de 1 an plus que toi. Tu sais, quand tu es junior 1, tu cours avec les gars qui sont 1 an plus vieux et ça fait quand même de la différence. Et moi, et en junior 2, par contre, là, quand j'étais bien dans ma catégorie et, euh, et j'avais des bons résultats quand même en inter. Et puis, les championnats d'Europe, au championnat d'Europe, il y avait un gros vent de côté et j'étais un petit peu en galère. C'est un peu décevant, mais voilà, je me suis engagé comme je pouvais sur chaque course. Voilà, c'était un gros vent de gauche. Moi, je me battais sur les compètes inter. On avait fait 2 compètes inter dans l'année. Je me battais avec un Croate et on était vraiment forts tous les deux. On se battait. Et là, au championnat d'Europe, on fait dernier, avant-dernier des finales du 500 et du 1000 et que des gauchers devant nous qu'on avait battu toute l'année. Et, euh, et bah, c'est aussi ça notre sport. Il faut savoir faire avec les conditions. Comment on choisit son côté d'ailleurs? Alors, je sais pas. je sais pas. En fait, on monte dans le bateau et on voit où on est à l'aise. Et puis quelquefois aussi dans les clubs, en fonction de quand on est jeune, on commence. En fonction des droitiers, des gauchers, on s'organise pour pouvoir faire des équipages qui tiennent la route. Ok, ouais, donc il y a pas j'allais dire, il y a pas de test pour te dire, tiens, bah toi, tu seras vraiment meilleur à droite ou meilleur à gauche. C'est plus comment tu te sens. Bah, ouais, c'est plus comment on se sent en fait. Moi, franchement, j'ai jamais réfléchi en fait. Ça s'est fait à droite et puis c'était bien. Tout à l'heure, on parlait du fait que t'es un peu multidiscipline. Est-ce que c'est pareil en dehors du bateau? Est-ce que tu as continué durant ces années à faire beaucoup de travail en dehors du bateau? Je pense notamment peut-être à de la course à pied, du vélo, de la natation, de la muscu. Est-ce que c'était quelque chose que tu as Bah, toujours regardé? C'est un peu cette multidisciplinarité? de toute façon, je pense que dans notre sport, pour être performant, faut arriver à développer des compétences autre part, quoi. Et donc, du coup, moi, je faisais beaucoup, et j'en fais encore d'ailleurs, des sports à côté. La course à pied, quand on est un peu lourd, c'est un peu dur, mais quand même, je, je m'accrochais dessus. Et puis la musculation, on va dire, c'était plutôt facile pour moi. Je m'en sortais bien aussi. Et puis natation, bah voilà, je me débrouille bien aussi en natation. Vélo, bah, j'adore. Et puis voilà, moi dès que je peux faire du sport, en fait, moi j'adore faire du sport en fait. Euh, Qu'est-ce que tu fais Et donc, comme étude parallèlement à ta carrière? du coup, moi dans ma carrière, en fait ma première année de STAPS, je l'ai fait à Boulogne. Et après, il y a Fred Loyer, l'entraîneur qui est sur Vers-sur-Marne. Il me dit, bah non, il faut que tu viennes à l'INSEP. Et puis, comme ça, tu vas pouvoir augmenter ton volume d'entraînement. Donc, du coup, en 2000, je pars à l'INSEP et je fais tout le cursus STAPS. Du coup, licence, maîtrise. Après, je fais en même temps parallèle, je fais B1, B2. Et puis j'essaye de passer le concours du professorat du sport que j'obtiens en 2006. Donc, j'ai un peu traîné à l'INSEP
pendant 7 ans je crois que j'ai fait toutes les formations sportives qu'on pouvait faire. Qu'est-ce qui change entre le pôle espoir et au moment où tu intègres l'INSEP en termes d'entraînement? Tu disais que ça augmentait ton volume d'entraînement, mais j'imagine que tu étais en pôle espoir, tu étais déjà à 1 ou 2 séances par jour. Qu'est-ce qui change? En fait, à Boulogne, c'était pas un pôle espoir, hein, c'était une section sportive, mais ça revient à la même chose. Hein. Et puis aussi, moi, l'objectif, c'était, en fait, ma première année, je l'ai fait, quand je le disais tout à l'heure, je l'ai fait à Boulogne. Et moi, je pensais que j'allais continuer à m'entraîner avec les groupes de la section et puis pouvoir m'entraîner. Et là, il y a l'entraîneur, je pense qu'il a voulu me donner de l'autonomie, en fait. Et il m'a dit, non, mais là, tu viens plus t'entraîner avec nous, tu te débrouilles, machin. Maintenant, t'es grand. Donc, du coup, sur le coup, j'ai un petit peu de mal à le digérer. Et puis après, je me suis organisé. Et puis après, quand même, c'était compliqué au quotidien à s'entraîner 2 fois par jour avec les cours, même si c'était les cours STAPS, il y avait quand même du temps, mais voilà, ça demandait vraiment beaucoup d'organisation. Et là, d'aller à Paris, d'être suivi par un entraîneur, et puis avoir les horaires aménagés, tout ça. Donc, du coup, c'était vraiment une plus-value. Et puis d'aller intégrer aussi le groupe avec les athlètes avec les canoës français. À l'époque, il y en avait quelques-uns qui étaient à Paris. Donc voilà, c'était un moment, il faut se dire, faut aller que je bouge pour progresser. Et est-ce que en allant à l'INSEP, tu as justement retrouvé cette émulation que tu avais du groupe à Boulogne? Pas autant, en fait. Souvent, la première année, quand on se déplace sur un site comme ça fait un changement de culture et de fonctionnement. Donc, il a fallu s'adapter. Et la première année, c'était un petit peu dur. Et puis après, j'ai retrouvé un groupe. Ouais. Et il y a aussi, j'ai eu en 2001, j'ai mon entraîneur de club, Didier Oyer, c'est qui revient souvent. Hein. Il est venu entraîner à Paris. Et j'ai des anciens collègues de Boulogne qui est venu aussi. On avait un gros groupe d'entraînement pendant jusqu'en 2004 à l'INSEP, où là, toutes les séances, ça envoyait solide. Je dérive un peu. Tu dis toutes les séances envoyées solides. Tu sais, il y a plusieurs courants un peu là-dessus. Il y a des fois, il faut faire des séances faciles, des fois des séances dures. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait que des séances au carton? Moi, on en faisait beaucoup. Ouais. Mais voilà, moi, comme je disais au début, moi, j'avais vraiment une culture de l'effort sportif et de s'engager fort. Et donc, du coup, c'était moi, personnellement, déjà, c'était aussi mon point fort, en fait, de pouvoir m'engager fort sur chaque séance, quoi. Qu'est-ce qui Et après, excuse-moi. Après, avec le temps, j'ai réussi à mieux aussi, d'arriver à bien cibler les entraînements où j'étais plus cool, où je pouvais m'engager fort. Enfin voilà, d'arriver à faire un truc un peu mieux. Mais je pense que cette capacité pour aller faire des 1000 mètres, à savoir s'engager fort, je pense que cette époque-là, je l'ai vraiment développée, quoi. Qu'est-ce qui changeait en termes de contenu de séance? On a parlé là de Didier Oyer, de Fred Loyer. Est-ce qu'entre les deux, il y avait des grosses différences en termes d'entraînement? Non, parce que on avait la culture. Tu as déjà dû entendre parler de Carsten Neumann, voilà, avec les plans d'entraînement allemands. Et donc du coup, c'était un peu avant Carsten Neumann, on faisait à peu près la même chose. Enfin, Didier, il avait vraiment une grosse culture de l'entraînement. Et en fait, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Ça a juste rajouté, les termes de l'EB1, le B2. Mais sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Je vois que par la suite, tu as mis un peu de temps à performer, à avoir tes premières médailles, on va dire. Je vois que tu étais champion d'Europe en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? Il y a toujours eu des petits moments sympas, en fait. Des moments sympas. Sans de grosses médailles, sans de grosses performances. Mais 99, je suis une médaille au championnat du monde senior. En 2000,
je suis champion d'Europe moins de 23 ans, c'était la première fois. Et donc du coup, voilà, c'était pas trop mal quand même. Et puis après 2004, j'ai failli être sélectionné aux Jeux. Je fais 8e au championnat d'Europe. Et puis après, à ce moment-là aussi, après les Jeux de 2004, j'étais vraiment dégoûté de ne pas être sélectionné parce que quand même, je m'étais engagé fort. Et puis voilà, il y avait au rattrapage continentaux, il y avait qu'une place et je fais 2e. Et donc du coup, je vais pas au jeu. Et puis et en fait, après 2004, là, je me dis bah qu'est-ce que je fais là? J'ai tout donné et en fait, j'ai pas de résultat. Et euh, et puis quand même, je me suis dit j'ai pas fini, j'ai encore des choses à faire. Et donc du coup, je me suis un peu le groupe de l'INSEP, tout le monde est parti un peu dans son coin. Et donc du coup, je me suis bien recentré sur moi-même. Après, il y a la nouvelle équipe d'entraîneurs qui est arrivée avec Christophe Rouffet, François During, Jean-Pascal Crochet et Olivier Boivin. Et puis, on a refait du boulot de base fort. J'avais un gros partenaire d'entraînement qui s'appelait Bertrand et Monique à l'époque. Et voilà, on était en junior ensemble et on s'est tiré la bourre depuis qu'on était junior. Et puis, du coup, c'était un moment de ma carrière où j'ai pu justement me concentrer sur la technique, où je voulais vraiment progresser techniquement, qu'il fallait que je lève le pied sur un investissement sur chaque séance. Il n'y avait pas que ça à faire. Et puis ça a mis un petit moment après à se débloquer. Et bon, 2005, je fais 9e au championnat du monde. 2006, je sais plus. Et puis 2007, ça commençait à être pas mal. Et puis 2008, là, il y a eu vraiment un cap de passé. Où je sais pas pourquoi ça fait un cap comme ça, mais du coup, ça passe de pas être dans les quotas olympiques à champion d'Europe. Donc du coup, je pense que le travail, à un moment, il a payé. Et j'ai l'impression que les effets bénéfiques du travail viennent pas instantanément. Tu vois, dans les interviews, j'ai l'impression, il faudrait que je demande ta confirmation ou pas, mais qu'en gros, tu t'entraînes une année et c'est l'année d'après que tu as les bénéfices un peu de l'entraînement, quoi. Est-ce que toi, c'est un peu comme Ouais, ça que tu le ressens? ouais, bah en tout cas, on va dire historiquement, c'est vrai que ça arrive à beaucoup d'athlètes, quoi. Le travail, il paye N+1, quoi. Et bon, il peut payer l'année aussi, hein, enfin franchement. Mais ouais, je pense que peut-être il y a un temps d'assimilation, je saurais pas dire. Mais oui, on pourrait mettre cette règle-là, que le N+1, ça peut donner de la motivation, quelquefois. Bah, c'est sûr, tu te dis, ah, je vais exploser l'année prochaine, donc t'as envie de t'entraîner à fond. Tu parlais de technique. Qu'est-ce qui te manquait techniquement et que t'as bossé? Euh, Bah, moi, c'était tout. Enfin, là, le vrai point que j'ai bossé, c'est la coordination et l'avancement avec les jambes. C'était quelque chose que j'ai travaillé énormément, énormément. D'arriver à synchroniser l'accroche dans l'eau et le travail avec les jambes. En fait, en canoë, tu vois, par rapport au kayak, tu as un étage en plus, qui est en fait le fait que tu aies tes hanches qui soient libres. Donc, du coup, ça complexifie, on va dire, un peu par rapport au kayak, le mouvement. Et d'arriver à coordonner tout ça pour que ça fasse bien avancer le bateau et que ça permette de remettre entre chaque coup quelque chose de solide et pouvoir remettre un coup fort derrière, ça a mis du temps. Mais j'ai l'impression que cette coordination, elle se joue vraiment, j'exagère peut-être un peu, mais à quelques microsecondes, en fait. Est-ce que toi, tu sens Ouais, ça comme ça? exactement. Ah oui, moi, en fait, il faut vraiment le faire au bon moment, avec la bonne force, et puis que les jambes elles soient capables d'assumer l'appui qu'on met dans la pagaie. Et moi, je pense que ouais, c'est ça que j'avais dû travailler. Parce que je mettais beaucoup de force avec le haut de mon corps. Et je pense que j'étais fort avec le haut de mon corps, mais il y avait une partie de l'énergie qui passait pas dans mon bateau. Et donc, du coup, j'ai travaillé à synchroniser ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des kilomètres, des coups de paillet. Et ben justement, j'allais te poser la question. En kayak, bon, il y a le débat un peu d'entraîner les jambes ou pas, même si ça a tendance à se finir ce débat où on dit qu'il faut vraiment travailler les jambes. En canoë, t'as pas le choix.
Ouais. Est-ce que, tu vois, je reviens sur la partie muscu parce que c'est vrai que moi, je t'ai toujours trouvé, tu sais, sur les photos hyper impressionnant physiquement. Est-ce que Mhm. t'étais vraiment fort en muscu? Est-ce que t'as vraiment mis l'accent sur le bal là justement à ce moment-là, durant ces 4 années après la déception de 2004, pour essayer Mm, d'avoir un niveau de force homogène, on peut dire? non, non, pour le coup, là, je peux dire que j'ai pas plus cherché à développer les jambes plus que ça. En fait, moi, je voulais pas mettre lourd sur des barres, machin. J'avais peur de me blesser. Mais par contre, j'en faisais toujours, quoi. Je faisais toujours un peu de jambes en muscu. Par contre, je courais, je faisais du vélo. Voilà, mais j'avais pas cette volonté d'arriver à faire de l'haltéro et d'en faire beaucoup. Enfin, là, pour le coup, je pense que des gars comme Adrien, enfin là, il y a une culture aussi qui se développe beaucoup sur ce travail-là. Moi, je pense que c'est vraiment important. Moi, je l'ai fait plutôt de manière empirique. On les a travaillés, hein, il n'y a pas de problème, hein. Pas au travers de ce développement musculaire de la muscu. Ok. Donc ouais, t'es vraiment passé alors par un travail spécifique sur l'eau pour arriver, en plus de tout ce travail un peu d'aérobie autour, pour arriver Mmh. à être plus fort sur le bas, on va dire. Ouais, travail. Mais oui, après, c'est plus la technique, en fait. Tu vois, genre, c'est pas chercher à avoir plus de force dans les jambes, c'est arriver à bien mettre les deux en même temps, je veux dire. Et est-ce que, bah, tu vois, j'ai une question un peu à la con, mais en kayak, il y a pas mal d'exercices éducatifs. Est-ce que tu en as aussi en canoë, du style, tu mets juste, je sais pas, 40 coups à la minute, tu fais des jeux avec la pagaie en l'air, des trucs comme ça? Ah ouais, moi j'en ai plein. J'en ai plein et j'en fais encore, tout le temps. Tu dis que t'en fais plein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu montes encore en canoë? Ah, mais je suis monté ce midi. Je suis monté ce midi. Ok, ah ouais, Moi, je continue. Ouais, j'aime bien encore Ça, naviguer. c'est assez peu courant parce que, bah, comme tu as écouté un peu de podcast, tu vois bien, ceux qui arrêtent en général la Mmh. compétition de haut niveau, bah, ils arrêtent la pratique parce qu'ils ont l'impression de perdre leurs sensations. Toi, t'as pas ce truc-là? Ah non, 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 moi, bah, comme je te dis, moi j'adore le sport et bah, j'adore mon sport aussi, tu vois. Et, je continue à naviguer ouais, régulièrement. Après, quand je peux, mais tu vois, genre, quand je peux naviguer 2, 3 fois par semaine, bah, c'est bien, je suis content. Ok, bah cool. Donc t'as un super bateau, t'as tout gardé en fait. Ah ouais, bah, pour le coup, ouais, j'ai tout, j'ai rien racheté depuis, hein. J'ai tout utilisé. Mais moi, Ah j'ai ouais. encore 2, 3 bateaux, des pagaies. Ah cool. Et puis moi, j'aime bien, quand je suis en stage avec les athlètes, monter avec eux. Quand je peux, quand ça va pas trop vite, j'aime bien monter avec eux. Ah, tu dois encore aller vite. Tu dois pas être si loin que ça, si. Bah, je pense quand on fait de la vitesse spécifique, j'arrive pas à suivre. En fait, c'est que j'ai perdu la coordination sur les hautes cadences. Mais par contre, la capacité, je pense, à créer l'appui, faire avancer mon bateau, ça, je pense, que je vais garder un petit peu. Comment ça se passe pour toi les Jeux de 2008? Est-ce que déjà vu que tu n'avais pas été en 2004, est-ce que c'est un objectif qui est rempli pour toi de participer? Moi, en fait, du coup, là, il y avait les rattrapages qui étaient pour 2008, donc on avait continué à bien s'entraîner avec Bertrand. Il y avait William Tchamba aussi qui était dans l'affaire, et puis il y avait Olivier Boivin qui nous accompagnait. Et puis on a vraiment bien bossé. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on arrive au championnat d'Europe. Moi, mon objectif, c'était d'essayer d'aller récupérer le quota. Et en fait, euh, d'arriver au championnat d'Europe et de bien gagner les championnats d'Europe comme j'ai fait devant les Valaises, franchement, j'étais là, je fais ah bah là, je suis dans ce que je cherchais en fait. Enfin, tu sais, genre tu vois une sorte d'aboutissement quoi. Et en fait, moi, j'abordais les jeux en disant bah on va s'amuser en fait. Moi, j'ai toujours pris la compétition de toute façon comme un jeu et je voulais faire le mieux que je pouvais quoi. Et puis du coup, je me mettais pas de pression aux Jeux Olympiques. Moi, j'y allais pour faire vraiment la meilleure perf que je pouvais faire. Et puis, du coup, je pense que les résultats que j'ai faits, je m'attendais pas. Un an avant, tu m'aurais dit j'aurais fait ça au jeu, j'y croyais pas, quoi. Donc t'étais super content. Est-ce que tu avais d'ailleurs une distance de prédilection? Parce que je vois que ça, entre le 500 et le 1000,
Il y a à chaque fois le 500 et le 1000. Est-ce que tu en as préféré plus une que l'autre? Et moi, je pense que j'aimais bien le 500. Et puis après, en France, on avait vraiment une culture du 500 mètres. Donc du coup, j'aimais bien le 500. Et après, j'ai appris à progresser vraiment sur le 1000 au fur et à mesure du temps. Mais ouais, j'avais plutôt des facilités, je pense, sur le 500 mètres. Et donc les Jeux de 2008, ça se passe comment pour toi? Est-ce que déjà, ouais, c'est l'organisation, tout ça, est-ce que tu sens que c'est quelque chose de plus grand ou pas du tout? Bon, en fait, moi, j'ai pas mal côtoyé les anciens athlètes olympiques. Et en fait, moi, j'arrive aux Jeux en disant, les Jeux olympiques, c'est une compétition comme une autre, avec un gros paquet cadeau autour, mais sinon, c'est la même chose. C'est 9 couloirs, c'est les adversaires, et puis on profitera après, quoi. Et moi, je suis allé aux Jeux vraiment dans cet état d'esprit. Et, euh, et donc, du coup, je, ouais, l'histoire aux Jeux Olympiques, c'était le beau paquet cadeau autour, et puis ça, c'est cool, mais c'était pas trop ça qui me motivait plus que ça, quoi. Je sais pas Et- si je suis Ouais, clair ouais, dans non, non, ma réponse. c'est clair pour Mais, moi. Est-ce que tu étais loin du podium sur 500 mètres parce que tu finis quatrième? Est-ce que ça se joue à 3 fois rien ou pas? bah, sur le coup, je pensais. En fait, quand je passe la ligne, je suis appelé à la pesée. Et puis, en fait, à l'arrivée de la course, moi, je ne voyais plus rien. Et donc, du coup, à la pesée, tu es là, tu fais, ah, ouais, attends, je suis peut-être sur la médaille. Et en fait, quand tu regardes la vidéo, je sais plus, c'est 3/10 ou un truc comme ça. C'était clair que j'étais pas à la photo finie sur le podium. Ça se voyait, quand tu regardes la vidéo, ça se voit à la une. Mais voilà, d'avoir fait quatrième. L'année d'avant, au championnat du monde, je crois que je suis deuxième en finale B. Bon, le temps, j'avais fait un bon temps quand même, mais voilà, du coup, je passe de 11e mondial à quatrième aux Jeux Olympiques. Et donc, du coup, ça, ouais, c'était fort. Franchement, c'était fort. Et justement, parce que tout à l'heure, tu disais que souvent c'était d'une déception que renaissait ta motivation et ton envie de t'investir. Et là, j'ai l'impression que justement, tu le vis. Bah, c'est comme une consécration, tu vois, quatrième et septième. Est-ce que tu arrives quand même à te remotiver derrière Mhm. pour la suite? Ah, direct. Direct, moi, quand je rentre à la maison, j'avais envie de m'entraîner tout de suite. J'avais même pas envie de faire de pause. Je dis, attends, j'étais pas loin, il faut que j'y retourne. Donc, ça marche. Donc là cette année-là, t'as pas pris de coupure alors. T'as vraiment continué, Si, continué, si, continué. si, j'ai fait une coupure, mais, mais voilà, moi, j'étais déjà reparti. Enfin, j'étais déjà reparti, en fait, Et bah, dans mon justement, esprit. de 2009 pour toi, ça se passe hyper bien. Ouais, grosse année 2009, ouais. Bon, je crois que c'est la meilleure saison, hein, je pense que j'ai fait. Mais ouais, ouais. Bah, voilà, moi, je continue le travail. Et puis là, les championnats du monde, 3 médailles aux championnats du monde. Franchement, c'était fort. C'était fort. Pareil, Après, là, je vois qu'il y avait un relais. Le relais, ça n'existe plus. non, bah si, ça existe de temps en temps. En fait, on passe pas d'énergie sur ça. En fait, même là, on n'avait pas passé d'énergie. On était 4 au championnat du monde. Alors après, quand même, il y avait des bons sprinters dans l'équipe, hein. Il y avait Thomas Simard, William Chamba et moi, et puis il y a Bertrand Monique, qui était moins sprinter, mais lui, il avait une capacité à naviguer dans les vagues. Et en fait, dans le relais, quand tu fais le relais, en fait, les bateaux se croisent et donc, du coup, tu prends les trains de vagues de la vague qui arrive. Et en fait, Thomas et Bertrand, ils ont réussi à voler au-dessus des vagues. Et du coup, franchement, j'avoue, on n'avait pas à se préparer. Ça, c'est à la fin des courses. Et donc, du coup, comme on n'avait pas de quatre pagayeurs, on s'est inscrit. Et donc, du coup, sortir avec une belle médaille comme ça finissait bien la compétition pour moi. Bah, je reviens là-dessus pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas trop suivi ta carrière, mais tu fais vice-champion du monde donc cette année-là. Mmh. Donc c'est énorme quoi. Mmh. Là, c'est encore une progression. Ouais, ouais, carrément. Bah ouais, c'était dans la continuité en fait. Moi là, je m'étais dit là jusque 2012 là, j'essaie d'aller chercher un maximum de médailles quoi.
Et Donc du coup là, c'est sûr que ce titre de vice-champion du monde à la bagarre avec l'Ouzbek. Alors moi, on me dit tout le temps que je me suis arrêté avant. Moi, je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Mais ouais, franchement, en fait, moi, c'est des courses comme ça. En fait, moi, je m'investis toujours à fond. J'essaie de faire le mieux que je peux. Puis il y a des courses, ça marche. Il y a des courses, ça marche pas. Hein, et je sais pas. Je savais pas dire ce que je devais faire de mieux pour qu'un jour, le jour où ça marche pas, je sais pas. Moi, j'y suis allé fort. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Chaque coup, je me suis engagé. Et puis il y a des coups, ça marche. Et il y a des coups, ça marche pas trop. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'après 2008, tu identifies des points à travailler plus spécifiquement pour aller pour monter encore en niveau? Hum, Bah moi en fait ouais c'est les protocoles de course, comment je construisais ma course, chaque coup de pagaie, voilà, d'arriver à économiser l'énergie. Enfin vraiment ça c'est des points sur lesquels j'ai vraiment progressé et ça m'a permis d'avoir des bons résultats quoi. Donc du coup c'était de continuer ce travail de train de course. Toujours moi j'essaie d'être un métronome et puis essayer de gérer mon énergie pour que ça tienne 1000 mètres. Quand tu dis un métronome, est-ce que ça veut dire que tu avais un, une cadence particulière que tu essayais de tenir avec toujours le même appui tout au long de ton 1000 mètres? Voilà, c'est ça. Moi, j'essaie de pagayer à 62 cadences sur 1000 mètres et je comptais mes coups de pagaie. Enfin, je fais beaucoup d'athlètes d'ailleurs comme ça, on compte les coups de pagaie. Et puis voilà, et puis il faut que on sait où est-ce qu'on en est, il faut arriver à bien gérer. Mais un coup de pagaie, il est tellement complexe quand on regarde comme ça d'extérieur, on se rend pas compte, mais le coup de pagaie il est tellement complexe qu'il y a possibilité qu'il y ait des, il y ait des trucs qui se passent pas bien. Et moi, du coup, à chaque compétition comme ça, je comptais mes coups de pagaie. Et avec en visualisation, je vérifiais tout le temps chaque coup de pagaie, où est-ce que j'en étais, si les gens ils étaient bien, si les ouais, ils sont tendus. Enfin, ça demandait une énorme concentration. Justement, là, tu parles de visualisation et j'ai l'impression que tu es un peu Mmh. dans ce truc de rien regretter. Est-ce que tu mettais des choses en place autour de l'entraînement, on va dire, pour essayer de mieux performer? Là, tu parles de visualisation. Est-ce qu'il y a comment tu le faisais déjà? Est-ce que c'était régulier? Est-ce que c'était programmé? Comment tu fonctionnais là-dessus? Je le, je le faisais pas du tout. Enfin, je le faisais moi-même, en fait. J'ai essayé d'aller voir plusieurs préparateurs mentaux. Et à chaque fois que j'y allais, je me dis, bah, ouais, ça va pas m'apporter quelque chose. Peut-être j'aurais dû creuser un peu plus, hein. Je pense maintenant. Mais, voilà, au travers de mon cursus de formation, bah, j'avais déjà bien creusé aussi le principe. Hein. Et donc, du coup, bah, moi, c'était à chaque entraînement. Enfin, voilà, la visualisation, c'est la construction de chaque coup, de savoir ce que je faisais, à quel moment, quel muscle se mettait en action. Et, et donc, du coup, j'ai pas de regrets par rapport à ça, mais voilà, c'est quelque chose que je faisais, ça faisait partie de mon entraînement en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de l'entraînement que tu faisais pour essayer de mieux performer? Euh, Bah, je m'entraînais beaucoup déjà. Et Est-ce que par exemple, t'allais chez le kiné, je sais pas, j'ai une connerie, une ou deux fois par semaine pour te faire masser si t'avais des tensions, t'allais chez l'ostéo, est-ce que tu suivais une alimentation particulière, est-ce que tu euh, méditais, tu vois, des trucs comme ça? non, pas trop, pas trop. Si j'allais voir le kiné, si, ça c'est un truc que je faisais. Après l'alimentation, pas plus que ça, pas plus que ça. Bah, je faisais attention en fait. Et puis moi, mon objectif c'était plutôt d'avoir une alimentation équilibrée, quelque chose, euh, quelque chose qui me donne. Enfin, moi, mon alimentation c'était du carburant que je mettais dans mon corps. Et puis et voilà, en fait, pour le coup, j'allais voir rarement des personnes extérieures dans mon staff, quoi. Est-ce que justement t'avais des blessures, des petites douleurs à l'entraînement? J'ai jamais été blessé de ma carrière, quasi.
J'ai juste un problème de genou là au niveau du cartilage, mais sinon j'ai jamais eu de tendinite, je me suis jamais rien cassé. J'ai quasi jamais dû m'arrêter de m'entraîner parce que j'avais une blessure ou j'avais un pépin, quoi. Et ça parce que Par tu contre, faisais attention ou en fait parce que naturellement tu penses que t'es solide? moi, je pense que je suis solide. Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, moi, voilà, je faisais beaucoup de musculation. Et dans beaucoup de musculation, je passais beaucoup de temps à renforcer mes épaules, à faire du gainage. Enfin, voilà, je voulais être solide, en fait. Vraiment. Et donc, du coup, voilà, sur 20 ans de carrière, voilà, j'ai peut-être une tendinite un coup, mais sinon, à part ça, pas de problème. Tout à l'heure, tu disais justement qu'en muscu, sur le bas du corps, tu voulais pas trop charger de peur des blessures. Ouais. Est-ce que sur le haut, tu avais moins cette peur et tu cherchais la perf? Pas du tout. Oh, ouais. Je sais pas si j'allais chercher la perf, ouais, mais j'aimais bien en faire, en fait. Et puis, j'aimais bien faire tout, autant les circuits de force endurance que la force max ou la puissance. J'aimais bien tout faire. Ouais, j'ai l'impression que tu as une culture de l'effort en fait en t'écoutant à chaque fois là. J'ai l'impression que c'est Ah ton truc ça. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et Mais j'étais appris comme ça aussi, hein, et puis, est-ce qu'il y avait des tests pour les séistes? Parce que pour les Kirsten, il a mis en place des tests pour les kayakistes, mais est-ce qu'il y en avait aussi pour les séistes? non, c'était les mêmes. Ah, c'était les mêmes. On Ok, faisait les mêmes. Ouais, on faisait les mêmes tests. ok. Et Et j'étais plutôt donc pas mauvais. en force endurance, j'imagine t'étais vu ta culture de l'effort, t'étais bon. Ouais, je pense. Par contre, je me souviens plus trop des perfs, mais ouais, ouais. Bah, voilà, quand il y avait Kirsten qui était là au début, là, quand on faisait les 2 minutes, moi, j'étais toujours dans les meilleurs. Même dès 19 ans, là, j'étais tout de suite dans les meilleurs. Ok. Et Tu voulais rajouter quelque chose avant que je te non, coupe? non, 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 non. Non, non. Non, Donc là, 2009, donc c'est une super année. Comment ça se ouais. passe ensuite pour toi par la suite? Bah, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé aussi, c'était, tu vois, genre aussi un truc qui a passé un cap aussi dans les perfs et le fonctionnement, c'est que j'ai eu le concours professeur de sport en 2006. Et, euh, et aussi ça, je pense, ça libère dans la tête. Euh, Ça libère bien une partie du cerveau pour se dire, ah là, là, du coup, j'ai le prof de sport, j'ai été nommé dans les Hauts-de-France. Et, et donc, du coup, j'ai détaché entre 80 et 90% pour m'entraîner. Donc, du coup, ça c'est quand même un facteur qui fait que, voilà, tu as cette pression sociale d'avoir un travail, quelque chose d'assuré derrière. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de vraiment, vraiment être encore plus sur l'entraînement. Et puis ça, voilà, le travail commence, enfin, le travail a payé, voilà, 2007, 2008, 2009. Après, 2011, j'ai pu, les résultats que j'ai faits. En fait, sur cette période-là, quand même, j'engrange pas mal de médailles sur les Coupes du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, plus trop, mais voilà, à chaque fois que je sors, je vais chercher des finales, des podiums. Et donc, du coup, c'était la construction des Jeux de 2012 comme ça. À ce moment-là, ton équipe autour de toi, c'est toujours la même en termes Hum, d'entraîneur? Bah non, c'est, c'était un petit peu compliqué parce que du coup, Olivier Boivin, il a arrêté en 2008. Et donc, du coup, après, c'est François During qui me suit. Mais moi, du coup, je suis parti m'entraîner à Lille. Enfin, en fait, je suis parti habiter à Lille avec mon épouse. Et donc, du coup, en fait, je m'entraîne beaucoup tout seul. Beaucoup, beaucoup tout seul. Et après, on part pas mal de temps en stage. Donc, en fait, quand on n'est pas en stage, je suis à la maison et je m'entraîne tout seul. Et après, en stage, il y a François qui me suit. Et,
Et puis après, sur 2012, il y a Anthony Soyer qui vient compléter un peu l'équipe, un peu en consultant, parce que moi, je voulais quand même un entraîneur spécifique canoë. Mais voilà, mon staff, il était assez réduit. Et je me permets une question. Est-ce que tu penses justement que c'est important d'avoir un entraîneur spécifique à la discipline? Parce que des précédentes interviews que j'ai faites, je pense notamment au début, j'avais cette question-là, où on me disait, bah non, mais c'est un peu le même entraînement, tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire que quand tu vas chercher le haut niveau, il faut que tout soit très spécifique, très personnalisé. J'ai l'impression que c'est ton avis aussi. Oui, à fond. À fond, mais par contre, voilà, moi, le travail fait avec François, il était très bien. Il était super. Enfin, voilà, tout ce qui est accompagnement spécifique. Et après, enfin, tout l'accompagnement spécifique, tu vois, de la préparation, de la performance, tout ça. Et François During, il est sur ça, il est super pointu, il est balèze. Mais tous les deux, on reconnaissait que quelquefois, il y a des choses qu'un spécifique de kayak peut pas voir, et que moi, si j'entraîne des kayaks, il y a des choses spécifiques que je pourrais pas voir. Et notamment quand on parle de la technique, la finesse de chaque coup de pagaie, comme je pouvais le dire. Ça me fait marrer de dire la finesse. Les gens, quand ils vont écouter, ils vont Non, mais c'est exactement. Moi, je comprends cette finesse parce qu'on a à peu près le même gabarit. Et justement, c'est un truc, j'ai du mal à saisir cette finesse parce que c'est pas moi de base. Mais c'est exactement. Je pense que c'est exactement ça. C'est une finesse. Je te parle de microsecondes. Ça se joue vraiment à rien et c'est quelque chose qui est dur à ressentir. Tu le travailles et bon, t'es jamais satisfait à 100%, j'imagine. Mais pour moi, c'est vraiment ce mot-là. C'est la finesse dans la coordination, voilà. dans le placement. Tout est là, quoi. Et donc, du coup, moi, je pense qu'un entraîneur spécifique, il apporte ça quand même. Vraiment. Et ça fait quoi de se faire entraîner par son pote alors? Parce que finalement, c'était ton pote Anthony, donc c'est lui qui te vient pour t'entraîner, donc ça doit faire, je sais pas, ça doit être marrant, non? Bah oui, mais ouais, c'est marrant. Enfin, moi, en fait, même tous les entraîneurs, j'ai l'impression que c'était mes potes un peu quand même. Enfin, le canoë-kayak, c'est pas très grand, tu vois, genre. Et moi, du coup, moi, j'étais vachement à l'écoute de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Voilà, moi, tu vois, genre quand même, j'avais reposé beaucoup de choses de mon entraînement sur moi. Et puis, quelquefois, j'avais besoin d'avoir l'avis de quelqu'un extérieur pour qu'il sache me dire ce qu'il voit. Et les choses, enfin, d'avoir quelqu'un qui prenne du recul pour moi et qui puisse me guider. Et donc, du coup, et ben, le fait que ce soit mon pote, c'est que j'avais confiance en lui. Et puis que ce qu'il me disait, c'était pertinent. Donc, par rapport à ça, c'est ce que je recherchais. Comment ça se passe pour les Jeux Olympiques de Londres? Euh, les Jeux Olympiques de Londres, compliqué parce que championnat du monde, il y avait 6 quotas, je fais 7e. Et donc, du coup, tu repars des championnats du monde, t'as pas le quota. Et, ce moment-là, il est jamais facile pour le staff des entraîneurs de l'équipe de France. C'est qu'il faut faire des choix. Et puis, tu dois faire des choix par rapport à la catégorie, par rapport au fonctionnement, par rapport aux choix qu'on te donne au-dessus. Et donc, voilà. Et pendant l'hiver, en fait, on fait une réunion de rentrée. Ils disent, en fait, les rattrapages continentaux, on va les faire en biplace. Et donc, du coup, là, moi, derrière, je dis, en fait, vous oubliez mon projet monoplace. Et donc, du coup, c'était un moment, c'était pas simple pour moi, quand même, à cette époque-là. Et donc, du coup, pendant l'hiver, j'ai dû monter un équipage. Et j'avais 2 options. J'avais Mathieu Beunier de Saint-Laurent-Blangy et William Chamba, qui était de Lille et qui était venu signer à Boulogne dans mon club. Et en fait, j'avais pas le choix. En fait, il a fallu que je choisisse. Et donc au final, je suis monté avec Mathieu Beunier, avec qui on avait déjà fait des championnats du monde en C2. On avait déjà fait pas mal de kilomètres. Et le choix, il a été d'une difficulté pour moi, mais vraiment, vraiment difficile, quoi. Parce que d'un côté, j'avais un gars, William Chamba, en fait, le même que moi, en fait, le même gabarit que moi, super solide, costaud. Et il y avait un Mathieu Beunier avec un plus petit gabarit, mais avec
plus de finesse dans la navigation et de s'adapter à moi. Et donc, du coup, au final, on fait ce choix-là. Donc, on se prépare. En même temps, je continue à me préparer en monoplace. Et je gagne, on fait les sélections équipe de France et je gagne tout. Je gagne C2, C1 1000 et C1 200. Et moi, quand j'ai fait ça, je demande au DTN, je dis bah moi en fait les rattrapages, je veux pas les courir en C2, je veux les courir en monoplace. Et ça a été un peu compliqué aussi à ce moment-là. Et au final, je récupère mon quota sur la distribution avant les rattrapages continentaux. Et donc du coup, j'étais déjà sélectionné au jeu. Et on court quand même avec Mathieu les rattrapages continentaux. Et il n'y avait qu'une place et on fait deuxième. Donc du coup, le quota était pas ouvert en C2 et j'étais sélectionné en C1. Oh putain, c'était chaud quand même. C'était. Ouais, là derrière, c'est le côté du sport que j'aime pas du tout. C'est l'aspect politique et comme ça. En fait, moi, j'étais dans mon projet sportif et qu'à un moment, 3-4 mois avant les Jeux, tu es en train de négocier des choses qui sont pas sportives. Mais j'en veux pas aux gens parce que je sais qu'aussi il y a des pressions autour, machin, et que les gens, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Mais moi, en l'occurrence, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Justement, ça me permet de déborder un peu sur ta vie sociale autour de ta carrière. Tout à l'heure, tu disais que tu avais déménagé avec ta femme. Est-ce que je dérive un petit peu, hein, mais est-ce que ta femme elle fait du canoë-kayak ou pas du tout? Comment ça se passait? Tu avais un soutien sans faille parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut peser sur tes entraînements, sur tes performances. Ah bah moi j'ai la chance d'avoir une femme en or et je pense que elle est pas du tout sportive, enfin pas du tout sportive, un petit peu quand même, mais pas du tout la compétition, rien du tout. Et par contre, ouais, elle m'a accompagné tout le temps, quoi. Elle m'a jamais dit de pas aller en stage ou des trucs comme ça. Enfin, elle m'a toujours motivé. Et puis ça, c'est aussi pour ça que j'ai pu durer aussi longtemps. Ok, ouais, je me demandais parce que je me dis la vie sociale peut vraiment impacter. Il suffit que justement elle te dit tu vas pas en stage et ah putain qu'est-ce que tu fais? T'es un peu pris au piège avec des problèmes qui Oui, peuvent non, mais te gêner. j'ai une femme en or. J'espère elle va l'écouter. J'espère pour toi, je t'ai tendu une perche exprès, mais. Ouais, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Et est-ce que tu vas à Londres aussi dans l'optique de jouer? Ah ouais, bah mieux que ça. Moi, je vais à Londres, c'était pour gagner. Ah, là, tu vas plus sérieusement alors. Ouais. Bah là, 2012, tu vois, genre après ce passage compliqué des sélections. Là, après le projet, hop, on est reparti. J'étais reparti dans mon projet. Là, les coupes du monde, je fais des médailles. Championnat d'Europe, je fais vice-champion d'Europe sur le 1000 mètres et je gagne le C1 500. Donc là, le projet, il est clair dans ma tête, quoi. Et avec François et Anthony, on est parti au jeu pour éclater, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah, ce qui se passe, toutes les phases de qualification, ça se passe génial. Voilà, genre, je sais plus combien je fais en série, je gagne ma demi-finale avec je sais pas combien d'avance. Et voilà, le moment important là sur la finale, aligné avec mon ami Sébastien Brendel et puis voilà tous les adversaires là. Et en fait, moi je pars sur gagner la course. Et en fait, la course part. Hop, comme je te disais, tout se met en place au niveau de chaque coup de pagaie, le tempo, la cadence. Tout est bien. Et en fait, au 500, il y a l'Allemand, il met une bourre. Et en fait, je veux pas le laisser passer. Et puis, en fait, on se connaît par cœur quand même, parce qu'on a déjà fait une paire de courses ensemble. Et en fait, je me crispe un petit peu. Et ça me coûte du jus, là, ça me coûte du gaz, quoi. Et, et après, j'essaie de me relâcher, mais j'ai du mal à me relâcher.
Et en fait, sur la fin de course, j'ai vraiment, vraiment du mal à finir la course, quoi. Et donc, du coup, je me fais doubler à la fin et je fais 5e. Ah putain, ouais, mais Mais tu vois, vraiment, c'est vraiment de la finesse, comme on disait, parce que moi, je la sens, cette crispation. Des fois, t'es relâché, tu sens que, putain, ça fuse, t'es bien, et je sais que tu te crispes un peu, et d'un coup, bah, putain, ça glisse beaucoup moins, quoi. Tu sens que, bah, en fait, ça glissait pas moins. C'est qu'en fait, j'ai voulu aller plus vite, donc essayant de mettre un peu plus de force avec le haut du corps. Et en fait, enfin, moi, dans mon esprit, en fait, tu vois, genre, la course, c'est que j'ai un gros réservoir. Et en fait, à chaque coup de pagaie, je fais couler mon robinet. Et le but du jeu, c'est que j'arrive jusqu'au bout de la course pour mettre la dernière goutte de mon réservoir, qu'elle soit sur mon dernier coup de pagaie. Et en fait, moi, je crois que ça m'a fait vider mon réservoir un petit peu avant. Et 50 mètres avant la ligne d'arrivée, je fais une fausse pelle parce que j'étais vraiment, vraiment dans le cosmos. J'étais vraiment, j'avais pas fait beaucoup des courses comme ça, mais voilà, j'ai, et en fait, cette course-là, tu vois, genre, c'était juste aller chercher la victoire, tu vois, genre, si je l'avais fait autrement, mais ça après, c'est un peu pas, mais j'aurais peut-être pu avoir un meilleur résultat. Mais là, sur le moment, le projet, c'était ça, et en fait, pour le coup, j'ai pas de regret parce que j'étais là-bas pour faire cet objectif-là. après, tu fais le 200 mètres aussi? Ouais, je fais le 200 mètres. Alors, le 200 mètres, c'était pas prévu c'était pas du tout dans mes projets. J'ai pas du tout préparé le 200 mètres, pour le coup. Et au début, le DTN, il voulait pas que je cours. Il voulait pas que je cours le 200 mètres, parce qu'il dit, ouais, non, faut que tu te concentres bien sur le 1000 mètres. Et j'ai dit, bah, franchement, le 1000 mètres, enfin, le 200 mètres, c'est après le 1000 mètres. Et puis, j'avais quand même gagné les sélections françaises. Et puis, en plus, en fait, comme, une fois que tu as un quota, tu peux courir les bateaux que tu veux. Et donc, du coup, là, franchement, le 200 mètres, j'arrive au jeu, pas du tout préparé. Enfin, franchement, pour moi, c'était du bonus. C'est marrant à dire, mais voilà, j'arrive sur le 200 mètres, vas-y, il pouvait passer ce qui se passait. Franchement, j'y allais pour m'amuser, quoi. Et en fait, ça se passe plutôt pas mal. Et l'anecdote du 200 mètres aux Jeux Olympiques, c'est j'ai fait la première course du 200 mètres aux Jeux Olympiques parce qu'il n'y en avait pas eu avant, et je gagne ma série. Et donc du coup, ça fait que pendant 3 minutes, j'avais le record olympique du C1 200 mètres. Mais bon, il y a eu la course d'après et le gars il m'a battu. Et voilà. Et puis en fait, je me sélectionne en finale et je fais 7e avec mes qualités, avec ma façon de naviguer. J'avais pas du tout la spécificité d'un sprinter. Mais voilà, du coup, je fais 7e. Et puis, l'année dernière, le gars qui fait 3e, il se fait disqualifier pour un dopage rattrapé. Et donc, du coup, j'ai gagné une place. Et je fais 6e. Toi, ça me fait penser, d'ailleurs, tu disais que ton 1000, tu le faisais à 62 cadences. À combien ça se fait, un 200 mètres? C'est plus 80. Moi, j'étais plutôt dans mon esprit plutôt sur 80, 90. Et là, pareil, tu comptes sur un 200, comme tu essayes d'exploser, entre guillemets, tu comptes aussi ton coup de paillet? Ah non, le 200 mètres, je le fais au feeling. Ok. Ah ouais, je me demandais, est-ce que tu comptes aussi quand tu fais? Non, non, non. Après, moi, c'est plutôt tu sais, le protocole, comment tu mets tes premiers coups. Après, tu prends de la vitesse. Après, tu essaies de te grandir. J'essaie de prendre de l'air au milieu du 200. Et puis après, sur la fin de la ligne, je vais chercher la ligne le mieux que je peux. Mais je pense que voilà, pour la spécificité du 200 mètres, tu vois, genre là, mais chaque coup n'était pas optimisé. Là, je mettais vraiment beaucoup d'énergie. Après les Jeux, est-ce que tu te dis je vais faire 2016 ou pas du tout? Euh, euh, C'était un peu la question. Moi, j'ai fini les Jeux de Londres. J'étais un petit peu comme après les Jeux de Pékin. J'ai pas eu ce que je voulais. Vas-y, j'y retourne, j'ai envie, machin.
Et puis, j'avais pas envie d'arrêter parce que franchement, la vie que j'avais de sportif de haut niveau et puis de m'entraîner fort et puis aller chercher des médailles, bah, c'est ce qui me plaisait. Et puis, mon épouse, elle était toujours partante. Donc, euh, donc du coup, moi, je suis remotivé pour aller en 2016. Moins qu'en 2008, enfin, il y avait des choses sur lesquelles je voulais avancer. Je voulais avancer dans ma famille. Et puis aussi, je voulais transmettre un petit peu avec les jeunes qui avaient derrière moi. Parce que je me rendais compte que moi, j'ai avancé tout seul pendant 5 ans. Là, j'avançais tout seul, en fait. J'avais pas de gros adversaires en France. Et puis moi, ça me déprimait un petit peu de voir pas de canoë qui soit capable de venir me chercher et puis capable de me battre. Moi, je m'étais toujours imaginé arrêter ma carrière parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait battu. Et pas parce que j'ai arrêté, parce que j'avais plus envie. Et donc, du coup, je m'étais mis ça un petit peu comme objectif en arrière-plan. Et puis, par contre, j'avais toujours envie de m'entraîner fort et puis faire des compétitions et puis aller chercher du palmarès, en fait. Ouais, parce que je vois que 2013, ça se passe bien pour toi aussi. Ouais, 2013. Bah, 2014, je crois que je fais des médailles aussi. Je sais plus, en fait. Là, pour le coup, j'ai pas tout. Parce que il y a les championnats du monde, et puis après, tu vois, quand même, chez nous, les Coupes du Monde, c'est quand même quelque chose de. C'est des courses vraiment sympas, en fait, à faire. Tu vois, genre aller chercher des médailles. Quelquefois, c'est plus dur d'aller chercher des médailles aux Coupes du Monde qu'au championnat du monde, tu vois. Donc, du coup, c'est les gros rendez-vous, tu vois. Genre, moi, dans ma tête, il y avait 2 Coupes du Monde, un championnat d'Europe et un championnat du monde, tu vois. Et donc, du coup, Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes alors? Parce que finalement, ça se passe bien. bah, ça se passe bien, mais du coup, 2015, bah, comme d'hab, à chaque fois, il faut faire je sais plus combien pour aller au championnat du monde, et puis pour aller aux Jeux Olympiques, et puis à chaque fois, je fais la place juste avant. Donc du coup, j'ouvre pas le quota direct, et et puis par contre, moi j'étais vraiment dégoûté. Non mais là, moi je veux être fort au jeu. En 2016, je voulais être fort au jeu. Et donc du coup, pendant l'hiver de 2015-2016, je m'entraîne très très fort, très très fort. Et donc du coup, je vais m'entraîner avec des étrangers plusieurs fois. Et puis notamment, je suis allé m'entraîner avec Attila Vajda. Comment dire, Attila Vajda, un Hongrois qui fait champion olympique en 2008 avec 3-4 fois champion du monde. Donc voilà, un gros adversaire avec qui on s'entraîne. Je me suis déjà entraîné et voilà, on s'entendait bien. Donc on est au mois de mars, on est allé se faire un stage au Portugal, un truc comme j'aime bien où chaque séance c'était la guerre, vraiment c'était fort. Et puis on était sur des investissements physiques forts tous les deux. Et en fait, du coup, j'arrive aux sélections pour les Jeux. Et juste avant les sélections, on apprend qu'on récupère le quota. La même chose qu'en 2012. On récupère le quota que j'avais fait à la distribution. Et ben, du coup, il y a un spot pour la France. Et on est arrivé aux sélections à Mantes-la-Jolie. Et là, Adrien, il m'a plié 2 fois, propre. Il n'y avait rien à dire. Et moi, j'étais cuit, franchement, j'étais cuit, j'avais pas d'énergie, j'étais dégoûté. Alors, ça remet pas du tout en cause la perf d'Adrien, parce qu'il a fait, lui, son objectif, c'était de me battre, et il a fait super. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est pas moi qui vais au jeu, c'est Adrien. Et puis, du coup, pour le coup, moi, j'étais content qu'Adrien, enfin, j'étais pas content de pas aller au jeu, parce que c'est sûr, hein, voilà, mais en tout cas, moi, je m'étais dit, si je me fais battre par Adrien, c'est que j'ai pas le niveau de. Parce que moi, je m'étais entraîné fort pour aller chercher une médaille. Pour le coup, j'étais pas parti pour gagner, mais j'étais parti pour aller chercher une médaille à Rio. Et puis au final, Adrien, il fait les coupes du monde derrière. Et puis moi, je l'ai au téléphone et je l'accompagne. J'essaie de lui donner toutes les billes que j'ai dans mon passif, quoi, pour l'aider à progresser vite, quoi. Et,
Et puis voilà. Et puis donc du coup, après 2016, moi je me pose la question parce que là j'ai 36 ans, je me dis c'est chiant machin. Et puis quand même j'étais un peu vexé de m'être fait battre. Et donc du coup je me suis dit je refais une saison 2017 et puis je corrige, je mets les pendules à l'heure. Et donc du coup ce qui m'a motivé aussi, c'est qu'à un moment les gens en fait ils ont dit Mathieu, en fait tu t'es fait battre, maintenant t'arrêtes. En fait les gens ils ont décidé que j'allais arrêter à ma place. Et ça m'a pas trop plu. Et donc du coup j'ai dit moi je vais aller aux sélections et puis je vais gagner. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et après, on a mis une politique un peu d'équipage en place où ça a été un peu catastrophique sur les Coupes du Monde. Et derrière, je fais les championnats d'Europe. Et c'était pas ouf. Et là, je me suis dit, est-ce que en fait, on m'annonce que j'étais sélectionné au championnat du monde pour courir le C1000. Et je réfléchis un petit peu enfin là, je me pose la question, savoir si j'ai vraiment envie. Et puis, au bout de 2 minutes, je pense, je me dis, en fait, si je me pose la question, c'est que j'ai plus envie. Et donc, du coup, je n'honore pas ma sélection au championnat du monde et j'annonce que j'arrête au championnat d'Europe. Est-ce que tu te voyais encore progresser durant ces années-là? Non, non. Là, j'étais plutôt sur, 2016. Oui, en fait, j'étais vraiment sur aller optimiser les choses et pour être bon. Mais parce que justement, 2015, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait des secondes pour être sur le podium. Et donc, du coup, je m'étais engagé fort. Et après 2017, je me suis rendu compte que le prix à payer pour ces secondes-là, ou ces centièmes, ou ces dixièmes de seconde, ou ces centièmes de seconde, j'étais plus prêt à le payer. Et que, en fait, moi, si je continuais, c'était pour aller chercher de la perte. Et donc, du coup, comme c'était pas en phase, je me suis dit, faire du sport, je pourrais toujours en faire. Et puis, par contre, là, je suis plus dans la mentalité pour aller chercher des médailles. Ah ouais, c'est pour ça que je te demandais ça. C'est que toi, qu'on se voit progresser, on est motivé, mais dès que surtout que tu avais 36 ans, ça faisait, ça faisait un petit moment que tu faisais du bateau quand même. Bah oui. Mais bon, je suis Est-ce quand même content, c'est que en 2017, là, quand je m'aligne aux sélections, je voulais gagner, quoi. Voilà, là, il n'y avait pas de débat, quoi. Et en fait, moi, des sélections, j'avais gagné toutes les sélections françaises quasi de 2005 jusqu'à 2016. J'avais toujours gagné les sélections françaises. Et donc, du coup, je voulais rectifier le truc en 2017. Tu parlais d'un stage avec Vajda au Portugal. Est-ce que tu as fait d'autres stages avec des étrangers? Et si tu devais retenir une ou deux choses que tu as appris avec ces étrangers, qu'est-ce que ce serait? Déjà, j'ai fait pas mal de stages. Je suis allé plusieurs fois en Floride m'entraîner avec les Canadiens. Et puis, je me suis entraîné plusieurs fois avec Attila. Et puis, 2, 3 regroupements comme ça avec des Allemands. Et ce que je peux retenir de ça, c'est les cultures de l'entraînement qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et puis ce que j'ai retrouvé aussi, ça, c'est de l'émulation, parce qu'en France, j'en avais pas beaucoup. Et moi, une des choses que j'aime à l'entraînement, c'est me bagarrer. Et donc, du coup, c'est ce que je cherchais. Donc, du coup, j'étais accueilli aussi par les équipes, parce que j'étais considéré comme quelqu'un qui jouait le jeu tout le temps, en fait, avec qui on pouvait s'appuyer sur moi pour progresser en émulation. Donc, moi, ce que je retiens de ces moments-là, c'est vraiment des moments de vie de canoë-kayak de haut niveau et puis dans des endroits super sympas. Donc, c'est génial. Et en termes d'entraînement, il y avait des choses vraiment différentes en termes de planif ou pas du tout? À peu près. Enfin, tu vois, genre les termes les cycles de développement, tu vois, genre à peu près la construction de la saison, ça c'est à peu près pareil. Mais la construction des séances, c'était pas pareil du tout.
Et moi, j'adorais. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Notamment avec le hongrois, il y avait beaucoup de choses avec des allures progressives, avec c'était moins, tu vois, genre une séance de B1, une séance de B2, comme ça. C'était beaucoup de séances où dans la séance tu changeais tes allures et t'essayais de travailler tes vitesses de bateau. Et moi, quand je demandais les allures, ils me disaient, bah en fait, c'est aussi vite que tu peux, en fait. Mais en fait, le travail, il était induit par le temps de travail et le temps de récup. Ok, ouais, je vois l'idée. Et puis, par contre, au début, c'était marrant. Là, en 2013, je suis allé à Cuba m'entraîner justement avec Attila. Et puis, je suis allé complètement en immersion avec un groupe de Hongrois. Et au début, moi, les séances, pas le hongrois, quoi. Et donc, du coup, quelquefois, il y avait des séances, je pensais que ça allait être tranquille. Et en fait, c'était pas tranquille du tout. Et puis, voilà, c'était des petits décalages comme ça. Mais après, ça s'est rectifié. Mais c'est vrai que les premières séances, ça m'avait fait un petit choc culturel. Mais c'est aussi ça que je venais chercher. Donc, qu'est-ce que tu fais alors au moment où tu prends ta retraite du haut niveau, d'un point de vue professionnel? et ben, d'un point de vue professionnel, en fait, depuis 2006, j'étais conseiller technique des Hauts-de-France. Donc, du coup, je peux remercier quand même tout le monde du canoë-kayak des Hauts-de-France parce que quand même, ils avaient un CT qui était pas beaucoup là. Et puis par contre, ils me supportaient, ils m'encourageaient. Et ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, à partir de 2017, bah, je prends les fonctions de CT et j'intègre aussi le staff équipe de France. Donc du coup, pour les championnats du monde de 2018, c'est moi l'entraîneur de l'équipe de France canoë. Ok. Et donc là, t'avais vraiment en charge donc vraiment toute l'équipe de France canoë en fait. C'est toi qui faisais les planifs, tout. Non. Moi, j'intervenais sur les stages et les échéances. Au quotidien, Ok. c'est pas moi qui entraînais les athlètes. Et moi, j'intervenais sur les stages et puis les compètes. Donc ça veut dire que t'étais forcément en contact avec les entraîneurs de clubs ou autres pour te coordonner sur la planif, tout ça, quand c'était les stages? C'était plutôt avec les entraîneurs des structures plutôt que des clubs. Après, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Hein. Il y avait, moi, j'avais eu Thomas Simard et Adrien Barre. Ok. Donc, du coup, mes adversaires d'avant, après, bah, c'était moi l'entraîneur. Est-ce que ça fait bizarre d'entraîner ses anciens adversaires? Bah, pas du tout. Enfin, moi, c'est quelque chose que je voulais faire, en fait. Et dans mon état d'esprit, c'était un petit peu dans la continuité de ce que je voulais faire avant. Donc, je pense que ça m'a demandé de l'énergie pour bien me positionner aussi en tant qu'entraîneur. Et puis aussi de pas réfléchir comme moi je faisais. En fait, c'est pas forcément les choses qu'ils avaient besoin de faire. Et donc, du coup, c'était sur ça que j'avais essayé de passer de l'énergie, à bien me positionner en tant qu'entraîneur. Et t'as fait ça combien de temps? Après, j'ai fait ça 1 an. Et après, c'est Anthony Soigny qui est passé comment dire, qui est passé entraîneur de l'équipe canoë. Parce que je pense que aussi, d'un point de vue structurel, lui, il entraînait au quotidien. Et puis, comme il avait déjà fait ça aussi les années d'avant. Et puis, du coup, moi, après, je suis parti sur les équipes jeunes. Ok, équipe jeune canoë alors. Canoë, et je entraînais un petit peu les différents collectifs. Et puis, l'année dernière, par exemple, j'étais sur l'équipe canoë jeune, hommes et dames. Ok. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et ben là, aujourd'hui, et ben maintenant, je suis entraîneur. Là, je passe à 100% entraîneur des paras. Et donc en para, toi, t'as une mission plus particulière ou c'est
De ce que je comprends, c'est Eric qui gère tout le groupe. Et après, chacun a son Ouais. entraîneur. Est-ce que toi, tu as des athlètes attitrés? Ouais, alors on a fait un gros travail là depuis le mois de septembre sur l'organisation qu'on allait avoir sur le groupe. Et donc du coup, nous, on veut développer vraiment un projet collectif parce que voilà, chez les paras, il y avait 3 individualités. Donc là, il y a 3 athlètes qui sont arrivés en plus. Et, nous, on a voulu apporter quelque chose qui est vraiment quelque chose de fort dans notre discipline, c'est s'entraîner en collectif et avoir de l'émulation. Et donc, du coup, on essaie d'avoir un gros collectif. Et quand même, il y a des entraîneurs, on va dire, référents. Mais en fait, moi, en fait, dans le staff, il y a Eric, nous manage, et puis il y a Claude Alaphilippe et moi. Et donc, du coup, il y a 6 athlètes, on en a 3 référencés chacun. Donc, moi, j'ai Eddy Potvin, Abel Habert et Rémi Boulet. Ok. Mais en fait, comme on parle de collectif, c'est-à-dire que moi, il y a des moments, je vais pouvoir suivre des séances de Nelia, et puis Claude, il va pouvoir suivre des séances sur l'entraînement d'hiver. Et puis après, quand on va se rapprocher des compétitions, sur les projets, on va plus se spécifier avec nos athlètes référencés. Oui, c'est ce que j'avais cru voir justement que là chez les Paralympiques, justement l'équipe s'était vachement agrandie, qu'il y avait une sorte d'émulation. J'ai vu sur les réseaux justement Raphaël qui était là, qui a fait les tests, qui partage beaucoup de trucs et tout. C'est cool. En tout cas, moi j'aime bien suivre tout ça. Et je me disais justement que là il y avait un effort, je sais pas si c'est le mot, mais de fait pour justement constituer un groupe plus important. Ouais, en fait déjà c'est parce que là, on est en début d'Olympiade, et puis il y a des athlètes qui ont fait des performances où ça commençait à progresser. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se spécifier avec les paras, c'est-à-dire que les paras, pour s'entraîner, voilà, ils ont vraiment des contraintes qui sont spécifiques à eux. Et donc, du coup, on fait beaucoup de temps en stage pour vraiment qu'ils aient toutes les bonnes conditions pour pouvoir naviguer, pour pouvoir embarquer et puis s'entraîner. Et donc du coup là-dessus, on a greffé un petit groupe on va dire, de challengers. Et l'idée, c'est même si tu as des gens un petit peu moins forts quelquefois, c'est le plus fort de demain. Et puis à l'entraînement, il y a des moments, quand tu es tout seul, tu te reposes sur toi-même. S'il y a quelqu'un qui vient te titiller, ça va t'obliger à réagir. Et donc, du coup, on mise beaucoup sur ce travail de collectif pour progresser. Et j'ai l'impression qu'il y a, je crois que c'est Rémi qui me disait ça quand je l'avais interviewé, mais il y a beaucoup de ça justement chez les paras, donc j'imagine que t'es encore moins chez toi qu'auparavant. Est-ce que je comprends bien? Je dirais pas moins, mais c'est vrai que là, c'est le gros défi quoi de l'année. Ça va être de partir. Voilà, il y a 154 jours de stage prévus là cette année, et donc du coup, là pour le coup, il faut bien coordonner ça avec la vie de famille. Ok, c'est cool. J'ai abordé un peu tous les sujets que je souhaitais aborder avec toi, Matt. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que toi tu voulais aborder? Non, mais moi je pense que là sur cette interview là, on a abordé quand même un peu ma carrière, les débuts, hop, le suivi, et puis après le futur. Donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, Est-ce que tu as des regrets, parce que tout au long de l'interview tu m'as dit que tu n'avais pas spécialement de regrets. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu regrettes ou pas du tout? non, pas du tout. Moi je pense qu'il y a peut-être toujours des moyens où j'aurais pu faire mieux, où j'aurais pu progresser plus vite, ou tu vois genre comme maintenant, tu vois genre il y a des trucs comme le suivi de l'entraînement avec le HRV, avec des trucs comme ça que je pense qui auraient pu me servir, mais je les avais pas. Et puis au final, c'était pas grave. Et puis en tout cas, moi, ce que je retiens de ma carrière, c'est que je me suis vraiment éclaté. J'ai rencontré plein de gens, j'ai eu plein d'expériences. Voilà, ça m'a fait une vie de sportif de haut niveau géniale. Ou aussi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai duré jusqu'à 37 ans, c'est que je me suis vraiment éclaté. Et
Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager mon expérience avec des athlètes. Et je partage toujours cette culture de s'amuser ensemble et puis de progresser et puis se la coller quand même. Ouais, mais ça, j'ai bien compris ça. Tiens, je rebondis sur un dernier truc que j'ai vu. Tout à l'heure, tu parlais de faire du sport, donc 2-3 fois par semaine, tu montes sur l'eau, mais j'ai vu que tu faisais aussi des sports de combat maintenant. Tu avais passé une ceinture récemment. Ouais, ouais, en fait, je fais du jiu-jitsu brésilien dans un club là sur l'île. Et donc du coup, moi, pourquoi je suis arrivé à ce sport, c'est que après 2012, je voulais essayer un nouveau sport. Je voulais essayer un nouveau sport parce que je sais pas, j'avais besoin de ça, de me sentir débutant dans un sport et puis essayer de progresser. Et puis du coup, je me suis mis à ça. Donc du coup, il y avait du MMA et puis du jiu-jitsu brésilien sur un club à la Madeleine. Et puis là, j'ai dû changer de club parce qu'au niveau des horaires et des déplacements, ça me faisait pas beaucoup d'entraînement. Et là sur l'île, là, il y a un club où c'est ouvert le midi. Il y a plein de créneaux et une super bonne ambiance. Et du coup, je progresse bien à ça. Ah, mais justement, alors j'ai une question qui a rien à voir, mais moi j'avais essayé aussi le jiu-jitsu brésilien, et forcément quand ils voient arriver des types comme nous, bah ils aiment bien nous nous plier au début vu qu'on a aucune technique. Est-ce que toi t'as eu ça aussi, justement au début où t'as été bien encadré dès le début, t'as pas eu à faire des combats sans technique? En fait, moi dans le premier club où j'ai été, on faisait beaucoup de techniques et très peu de combats. Ah bah t'as eu du bol alors. Et donc du coup j'ai eu du bol et puis là j'ai l'impression que c'est souvent, tu sais, quand ça tourne entre les randonnées, que en fait le gros il veut moins aller dessus en fait. Mais et moi c'est ce que j'adore dans ce sport, c'est voilà les différences de force, de niveau, de technique. On arrive toujours dans un combat, tu vois, genre t'adaptes ou la personne en face de toi elle adapte pour faire que les deux puissent s'amuser en fait. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément, de bien respecter le gars avec qui t'es, jamais de blessure non plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me faisait peur au début et puis en fait au final la culture et l'ambiance ça m'a permis vraiment de m'amuser. Et bah super. Et puis en plus, tu vois, genre moi du coup voilà, le canoë, le JJB, et puis un truc que j'adore faire l'été, c'est de la chasse sous-marine. Et ça, c'est une petite passion aussi, ça. Ah ouais, là c'est balèze aussi là. Ouais, bah ça vient du côté de mon père, là, où lui, il adore faire ça. Et il m'a filé le virus. Et donc, du coup, c'est quelque chose aussi pour apprendre à se contrôler, voilà. Aller sous l'eau, j'adore tout ce qui est aquatique. Donc, du coup, c'est quelque chose de vraiment sympa. S'il y a des gens qui souhaitent te contacter, peut-être pour te poser des questions ou autre, qu'est-ce que je mets comme contact? Les réseaux sociaux, hein, en général, je réponds pas tout de suite. Oui, bah ça j'ai vu, mais c'était pas très grave. Mais je vais voir de temps en temps. Et ouais, moi, dans tous les cas, tu vois, genre, il y a pas mal d'athlètes comme ça, ou même des entraîneurs ou des athlètes étrangers, ou des trucs comme ça. Quelquefois, ils m'envoient des vidéos, et puis je me fais toujours un plaisir à leur répondre pour donner des petits points techniques. Et puis comme ça, je travaille encore avec Adrien, avec Eugénie. Voilà, moi quand c'est comme ça, que les gens ils me demandent, j'essaie de partager mon expérience. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc du coup, ils m'envoient une petite vidéo, ils m'envoient une question, et puis j'essaie de répondre. Et je fais ça avec plaisir. Moi, je pense justement que c'est très important de s'appuyer sur ceux qui ont fait auparavant pour ne pas laisser perdre toute cette expérience qui est quand même de l'or, quoi. Il faut le dire. C'est quand même. Moi, j'ai appris comme ça, hein, franchement. Là, tu vois, genre, moi, j'ai eu de la chance aussi, tu vois, genre, au travers de mon entraîneur, et puis au travers aussi des équipages que j'ai pu faire pendant quelques années, et puis aussi de m'entraîner, tu vois, genre, Eric Lelouch, je me suis entraîné avec lui. Tu vois, genre, lui, il a arrêté en 2004, mais moi, c'était l'homme à battre hein, quand j'étais jeune.
Et donc, du coup, j'ai pu avoir des séances avec lui. Et puis c'était super enrichissant pour moi. Est-ce que c'est Donc, important pour toi d'avoir un adversaire, entre guillemets? Oui. Oh, moi, j'adore la confronte. Ça, c'est un truc que j'adore. Et d'ailleurs, de temps en temps, je remonte. Il y a William Chamba qui habite à Lille. C'est le compagnon de Sarah Forel. Et la semaine dernière, on est monté, on a fait une vitesse. On était l'un à côté de l'autre et on faisait des 10 secondes et on se marrait. À chaque fin de 10 secondes, on se marrait parce qu'on était côte à côte et il y a personne qui lâchait. En fait, c'est ça qu'on aime. Enfin, c'est aussi ça notre sport, la confrontation directe. Ça fait partie de notre sport. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est technique, continuer à faire bien glisser son bateau que je garde à l'esprit, moi. Mais la confronte, j'adore. Eh ben super. Eh ben merci Matt encore de ton temps. C'était super. Et j'ai bien apprécié ce que tu m'as répondu. Ça me conforte dans certains trucs et ça m'ouvre sur d'autres perspectives. Mais en tout cas, c'était cool. Donc merci encore. Et ben en tout cas, si tu as des questions, tu pourras me les poser aussi. Hein. Ouais, bah t'inquiète pas. Mais j'ai bien aimé ce truc de la culture de l'effort. Moi, j'ai du mal justement à faire des séances faciles. Et mais même si ça a son intérêt sur la technique, effectivement. Hein. Mais c'est vrai que cette culture de l'effort, c'est un truc qui fait partie de moi aussi. Et ça fait plaisir. Mais en tout cas, moi, je pense que ça fait partie aussi de l'essence de notre sport, en fait. Hein. Avoir la capacité à se mettre vraiment dans un état terrible, quoi. Enfin, et moi, je repense à cette finale des Jeux en 2012 où mon regard tout noir, mon bras tout mon corps tout tétanisé. C'est-à-dire, je tombe dans l'eau à l'arrivée et en fait, je peux pas nager, quoi. C'est les sauveteurs qui sont venus me sortir de l'eau parce que je pouvais plus bouger. Et ça, si je l'avais pas fait à l'entraînement avant, c'est pas en course que tu découvres ça. Donc c'est aussi ça qui est bien dans mon sport, c'est qu'il y a tout le temps plein de paramètres à travailler, tu vois, genre et puis de le faire avec des gens et puis avec des entraîneurs motivés. Et ça, c'est ça qui m'a permis aussi d'être au niveau où je suis arrivé. Eh ben super, ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Merci beaucoup Rudy. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.